Autrefois, lorsque la faculté de médecine de Paris était mise en possession du corps d'un supplicié, les médecins se bornaient à en faire l'autopsie, c'est-à-dire la dissection pure et simple. Ils se contentaient d'enregistrer l'état des principaux viscères, et, cette constatation une fois faite, on procédait au moulage de la tête du supplicié qui allait enrichir la célèbre collection du musée Orfila. Les seules expériences qu'on tentait sur le cadavre se réduisaient à l'excitation passagère des principaux muscles du tronc et de la face, à l'aide de courants électriques. Aujourd'hui, tout cela a changé, mais ce changement ne date que de 3 années, c'est-à-dire de 1882, à l'époque de l'exécution de Menesclou, l'assassin de la petite II. Les cadavres de Menesclou, de Campi et de Gamahut ont donc été le sujet d'expériences toutes nouvelles et dont le public n'a généralement pas compris la haute portée et le grand intérêt. Il s'agit, en effet, de la solution de cette question énorme. La vie, c'est-à-dire la conscience, la souffrance, sont-elles instantanément et absolument anéanties par l'action du couteau de la guillotine? Problème terrifiant, auquel n'ont pas songé le moins du monde tous ceux qui, dans ces derniers temps, se sont préoccupés d'un nouveau mode d'exécution des criminels. Tout récemment, un médecin militaire, dont le nom m'échappe, a envoyé à la revue scientifique la relation d'observations saisissantes qu'il a eu l'occasion de faire au Tonkin sur des têtes de décapités. Ce médecin a parfaitement constaté une expression indéniable de conscience et de souffrance, persistant pendant plusieurs minutes après la décollation. Le premier physiologiste qui se préoccupa de cette grave question de la survie des têtes décapitées fut Claude Bernard. Voici quelles sont les expériences auxquelles se livra l'illustre professeur du Collège de France. Il tranchait brusquement la tête à des chiens, au moyen d'une hache bien aiguisée, puis il en laissait écouler tout le sang, pour prouver alors que le cerveau des chiens, ainsi décapité, avait perdu sa vie et son excitabilité seulement d'une façon momentanée, à cause de la perte de sang, et que cette vie et cette excitabilité existaient encore à l'état latent. Il injectait du sang chaud et défibriné dans les carotides. La tête ainsi remplie de sang était posée sur une table recouverte d'un mastic de cire, et elle recommençait à vivre, car, à un appel de l'expérimentateur placé derrière, à droite ou à gauche, les yeux du chien se tournaient du côté d'où venait l'appel. Le phénomène cessait de se produire lorsque, malgré la cire obturatrice, le cerveau s'était vidé de nouveau. Claude Bernard en concluait avec raison que la tête d'un décapité ne doit cesser de vivre que lorsque la masse du sang qui irrigue son cerveau s'est complètement écoulée au dehors, et qu'il est possible de lui redonner une vie nouvelle par une transfusion suffisante du sang maintenu à la température normale. Il ajoutait que celui qui tenterait cette expérience sur la tête d'un supplicié assisterait à un spectacle stupéfiant et terrible. Ce fut en 1882, sur la tête de l'assassin Menesclou, que les docteurs Dassy et Sapet essayèrent de réaliser l'expérience de Claude Bernard en se servant d'un procédé de transfusion du sang inventé par le docteur Laborde, le savant professeur de physiologie, lequel, depuis cette époque, a renouvelé ses essais sur les têtes de Campi et de Gamahut. Mais M. Dassy et Sapet, après avoir mis en communication directe les artères carotides d'un chien vivant avec celles de la tête du guillotiné, purent constater des phénomènes de survie qui produisirent alors une grande émotion dans le monde savant. Mais le résultat qu'on attendait de ces expériences ne fut pas décisif, parce que, malheureusement, il s'était écoulé trop de temps
entre l'exécution de Menesclou et le transport du cadavre au laboratoire de la faculté de médecine. Les retards, apportés par les formalités de mise en bière et d'enterrement simulé, seront toujours le seul obstacle à la réussite complète de ces expériences, ainsi que cela s'est encore produit après les exécutions de Campi et de Gamahut. Il est temps que dans l'intérêt de la science et de la société, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le corps des suppliciés soit livré aux médecins compétents immédiatement après l'exécution. Quoi qu'il en soit, les expériences tentées sur les têtes de Menesclou, de Campi et de Gamahut ont démontré la justesse de vue de Claude Bernard. Sous l'influence de la transfusion d'un sang revivifiant, ces têtes de guillotinés, blanches et sans expression, ont recouvré pour quelques instants toutes les apparences de l'Avium de la vie. Les traits qui étaient affaissés et incoordonnés se sont raffermis dans leur état normal. Les paupières se sont entr'ouvertes, les lèvres ont tremblé, et pendant quelques secondes, on a pu s'attendre à ce que les cerveaux manifestent leur perception par des signes de la face. La preuve irréfutable de la survie des têtes guillotinées ne me semble donc qu'une question de temps. En attendant que cette preuve soit faite pour tout le monde, je partage avec beaucoup de physiologistes cette conviction profonde, à savoir que ces têtes vivent aussi longtemps qu'elles ne se sont pas vidées du sang qu'elles contiennent. La tête qui roule dans le panier voit ce panier. Elle entend les rumeurs de la foule. Elle comprend qu'elle est séparée de son corps. Certes, sur 10 condamnés qui s'avancent au supplice, il en est 8 qui se trouvent dans un état complet d'abrutissement ou d'hypnotisme. Ils marchent dans un cauchemar horrible. Ils ont totalement perdu la conscience de leur être ou des choses qui les entourent. Mais les autres conservent, jusqu'à la fin, un sang-froid parfait et une connaissance entière. D'autre part, le coup violent que l'homme reçoit sur la nuque produit le plus souvent sur le cerveau un ébranlement, un étonnement, qui doit obscurcir ses sensations consécutives. Mais il peut arriver que le coup soit si rapide, la section si nette, que le cerveau n'ait pas eu le temps d'être troublé dans le cours de ses fonctions. En somme, quel que soit l'état du cerveau, au moment où il est instantanément séparé du corps auquel il commande, cet organe puissant et délicat ne peut cesser brusquement de vivre. Je le répète, les cellules dont il est composé conservent leur excitabilité et par conséquent leur fonction aussi longtemps que le sang qui les baigne permet leurs échanges nutritifs. Combien ce temps-là dure-t-il? On ne saurait l'apprécier d'une façon mathématiquement exacte, mais si l'on tient compte de l'extrême complexité et de la finesse du réseau vasculaire du cerveau, et si l'on songe que l'écoulement du sang est notablement retardé par la sciure de bois dans laquelle va la tête guillotinée, on peut évaluer ce temps à plusieurs minutes